bienvenue sur Toc Toc Docteur, l'émission santé de Figaro Live. Aujourd'hui, nous allons parler du sport, parce que le sport, c'est bon pour la santé, à condition de savoir s'y prendre. Avec moi, Damien Mascret, journaliste au Figaro, bonjour. Bonjour Céline. Nous avons aussi Anne Xaillet, journaliste au Journal des Femmes. Et pour nous accompagner et répondre aux questions que vous nous poserez, nous avons avec nous le docteur Christophe Delon. Bonjour, vous êtes médecin du sport. Je suis à la fois médecin du sport avec exercice libéral en médecine et traumatologie du sport. Et je suis aussi, j'ai la responsabilité d'un service de rééducation à l'hôpital Sainte-Périne à l'assistance publique, ce qui me permet de voir aussi les difficultés et les suites traumatiques chez les personnes parfois un peu fragiles. Et donc ce qui me permet d'avoir un regard sur justement ceux qui débutent ou reprennent un sport avec les fragilités ou les problèmes qui peuvent se poser à eux. Merci. Ça va concerner beaucoup de monde. Docteur Fabien Guez, bonjour, vous êtes cardiologue. Voilà, je suis cardiologue en libéral, à l'hôpital Ambroise Paré aussi. Et puis, très accessoirement, j'anime une émission sur BFM qui s'appelle Check-up Santé. Mais on n'est pas là pour faire la pub de Check-up Santé. On peut signaler, bien sûr. C'est vrai que je fais beaucoup de cardiologie du sport, et je vois que on a parfois plus de problèmes liés au sport que d'avantages quand le sport est mal pratiqué. C'est bien de faire du sport, une activité physique. Il n'y a pas que le sport, hein, c'est l'activité physique en général. Et c'est vrai qu'il faut vraiment expliquer aux gens comment pratiquer le sport plutôt que de leur dire faites du sport. Faites du sport, comment à tout faire prix. Je rappelle aussi tout de même que nous avons des auteurs sur le plateau. Alors, le docteur Fabien Guez est l'auteur de « Comment avoir une crise cardiaque ». Vous avez bien entendu, « Comment avoir une crise cardiaque ». Alors, en tout petit, c'est tout de même écrit « Ne pas avoir une crise cardiaque », car vous vous en doutez, Fabien Guez avait l'intention de prendre le contre-pied, puisque après tout, très souvent, vous ne suivez pas les conseils qui sont donnés. C'est pour ça que vous vous êtes dit, après tout, puisque les patients ne suivent pas les conseils pour éviter l'infarctus, faisons l'inverse ? Tout à fait, parce que c'est vrai qu'en cardiologie, tout particulièrement, les maladies cardiaques sont plutôt, je dirais, propres. Je veux dire, quand vous avez du cholestérol, c'est juste un chiffre sur une analyse. Quand vous avez du diabète, ça ne change pas le comportement. Donc les gens n'ont pas la notion de la sévérité de leur facteur de risque. Et même quand vous avez un problème cardiaque, maintenant, les progrès sont tels que quand vous avez un syndrome coronarien aigu, un infarctus, vous rentrez à l'hôpital, on vous pose un stent, vous sortez 3 jours après. Donc les gens n'ont pas la notion de la sévérité de leur affection. L'importance de préserver son corps. Le docteur Christophe Delon a coécrit avec Jérôme Auger, sportif, votre alimentation sur mesure. Docteur Delon, l'alimentation, c'est important quand on fait du sport, même en amateur ? C'est souvent très associé. Pratiquer un sport sans se faire mal, très souvent, ça va passer par une bonne hygiène de vie et au premier rang de l'élimination des risques, il va y avoir une bonne alimentation, une bonne diététique, parfois une prise de poids, et ça permet à la fois de donner des conseils pour bien pratiquer le sport, de bonnes reprises, et en même temps de mettre dans son assiette à peu près les aliments qu'il faut sans trop dénaturer les choses. Alors, je précise que ce livre ne s'adresse pas uniquement aux sportifs émérites qui font un marathon tous les 15 jours. Ça s'adresse aussi à monsieur et madame tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors Anne Xaillet, vous allez nous faire le lien finalement avec les internautes. Vous qui nous écoutez, nous regardez, vous pouvez tout au long de l'émission intervenir car Anne est là pour se faire votre interprète. Alors, on a lancé une question sur Twitter. Profiterez-vous de l'été pour reprendre le sport ? Eh bien, les internautes ont répondu massivement non. 64% des internautes ne profiteront pas de l'été pour reprendre le sport. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils précisent quand même que c'est parce qu'ils en font tout au long de l'année. Ah oui, c'est une bonne ceux nouvelle. qui en font, effectivement, c'est un petit peu différent. On va essayer de vous convaincre que ça vaut la peine de refaire du sport en été si vous avez arrêté d'en faire, mais pas n'importe comment. Nos experts vont vous expliquer tout ça. Alors moi, inspirée par le docteur Guez et ses trucs pour avoir une crise cardiaque, je vais vous expliquer comment se faire mal en faisant du sport. Alors déjà, ça commence par ne pas faire de sport et entre 2 séances de non-sport, passer son temps assis. La recommandation OMS... J'ai pas bien compris, là. Vous dites qu'il faut rester assis. Il faut rester assis tout le temps. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bien à son cœur, ni à ses articulations, ni rien. Parce que l'OMS recommande 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine. J'ai calculé, ça laisse 9 930 minutes disponibles. Les gens peuvent faire les 150 minutes d'activité d'endurance par semaine et se dire c'est bon, je suis tranquille, je fais l'activité physique qu'il faut. Eh bien, c'est une erreur. Car quelle que soit la quantité de sport pratiquée, le temps assis augmente les risques d'insuffisance cardiaque, de diabète, de cholestérol, d'hypertension, j'en oublie peut-être.
Donc, entre 2 séances de sport, n'hésitez pas à vous mettre debout, ce que je ne fais pas présentement, mais que je ferai dès l'émission terminée, bien Alors sûr. oui, parce que sur l'activité sportive, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé dans votre livre. Vous nous dites que si on fait ça une fois par semaine, c'est pas bien. En tout cas, c'est pas complètement optimal. En tout cas, soit ça n'entraîne pas de gros bénéfices, soit c'est mauvais quand on a un problème cardiovasculaire. Donc, on sait que l'organisme, le cœur, l'organisme oublie à peu près 75% des choses au bout de 3-4 jours. Donc quand on fait une fois par semaine, c'est comme si on repartait de zéro. Donc c'est pas bien pour le cœur, mais j'imagine que c'est pas bien non plus pour les articulations, pour les muscles, etc., qui reprennent à froid. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux faire des choses modérées mais régulières. Un des fondamentaux de l'activité physique, pour le cœur, l'appareil circulatoire, c'est vraiment la régularité et puis surtout, peut-être qu'on en reparlera, la progressivité, surtout quand on n'a pas repris l'activité physique depuis longtemps, quoi. Docteur Vallon, c'est la même chose pour les muscles et les On a articulations? un petit peu plus de chance pour les muscles et les articulations. On a un bénéfice qui peut quand même tenir, ou ce qu'on a gagné, peut tenir jusqu'à même 6 semaines. Donc on peut faire à la limite un exercice musculaire ou roder une articulation une fois par semaine, à la limite, on pourrait quand même faire des progrès sans perdre à chaque fois l'intégralité du bénéfice qu'on a eu. Donc on peut faire une séance par semaine, mais c'est vrai qu'il est certain que pour à la fois s'améliorer, faire les choses sans douleur à chaque fois, 2 séances par semaine sont bien meilleures. Alors Anne, vous avez, sur l'activité physique d'abord, on s'est intéressé finalement à l'activité physique de nos internautes, vous qui nous regardez. Que faites-vous habituellement comme sport? Voilà, alors n'hésitez pas à partager vos conseils. Si vous avez des idées d'activités, pas forcément de sport, mais d'activités douces, conviviales, à faire en famille, n'hésitez pas, donnez-nous vos conseils sur Facebook. D'accord. On a un graphique d'ailleurs qui montre les activités. Alors ce que vous déclarez, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le graphique le niveau d'activité déclaré. Alors on voit quand même que la marche, le vélo, la natation sont les 3 activités reines. Ça s'explique, c'est quoi? C'est les meilleures, les plus douces. On me signale que la pétanque aussi est bien pratiquée, mais je ne vois pas la pétanque. Si, je vois la pétanque. Sauf si on a une hernie discale, on se penche vers le dos. Non, et les genoux souffrent un petit peu, effectivement. Bah oui. La pétanque, c'est mauvais pour les genoux? Non, c'est pas mauvais, mais ça peut limiter la performance en pétanque. D'accord. C'est vrai qu'il faut, c'est vrai qu'il faut adapter le sport à son profil, à son profil psychique, à son profil physique. Effectivement, si vous avez des problèmes de dos, j'imagine que le golf, c'est pas toujours génial. Si vous êtes myope pour les fléchettes, c'est pas génial, tant que vous n'êtes pas à corriger. Il faut effectivement adapter son activité physique à son profil physique et psychique, hein, bien sûr. Si vous avez un esprit de compétition, si vous ne l'avez pas, etc. Et puis, parfois, à sa pathologie cardiovasculaire. Mais d'une manière générale, il y a très très peu de contre-indications à l'activité physique, quelle que soit la pathologie cardiovasculaire et quel que soit même le degré de pathologie vasculaire. Ceci étant, je pense que c'est vrai, les 3 sports que vous avez cités, la marche, la course à pied, la natation, sont vraiment, et je crois aussi le vélo, sont des sports très faciles à pratiquer, qu'on connaît depuis l'enfance, qui ne nécessitent pas d'inscription particulière, que l'on peut descendre faire dès qu'on a un instant de libre, parce que je crois que la problématique du sport très souvent, en famille, c'est d'arriver à trouver le temps. On arrive toujours à peu près à cette notion de temps. Quand est-ce que je vais trouver le temps? C'est bien de faire du sport. Et là, les 3 sports que vous avez cités sont effectivement ceux où on en trouve le plus facilement le temps et l'occasion d'en pratiquer partout et sans toujours emmener son matériel. Et en particulier la marche, puisque tout le monde sait marcher. Pas besoin d'apprendre de technique. Oui, voilà, d'avoir de bonnes chaussures. Tout le monde sait marcher et tout le monde a une chambre. J'en profite parce que j'ai vu la question de Marvin qui s'intéresse. Vous allez le comprendre tout de suite si vous me laissez parler, Soline. C'est que le sport en chambre est aussi vanté par nos internautes. Le sport en chambre est important. Est-il important, en tout cas, pour la santé? Eh bien, c'est notre question, justement. À votre avis, combien de calories, on va rester pour l'instant sur les calories, combien de calories dépensez-vous quand vous faites l'amour? Vous pouvez nous répondre pendant toute l'émission et puis, bien sûr, on vous donnera la réponse tout à l'heure. Alors, j'ai passé à mon conseil suivant pour se faire mal en faisant du sport. Il faut se ficher de la météo. Je vous conseille le jogging à 14h en plein soleil. Si vous avez un peu de chance, en transpirant, vous aurez des coups de soleil et peut-être un mélanome dans quelques années. Et puis, si vous insistez un peu... Un cancer de la peau. Et si vous insistez un peu, vous pourrez peut-être avoir le bonheur de connaître l'hyperthermie d'effort. L'hyperthermie d'effort, c'est une hausse brutale de la température interne. Le métabolisme cellulaire est en capilotade, vos organes souffrent et c'est pas complètement anodin puisque ça peut aller jusqu'au décès.
Sachant que cette hyperthermie d'effort, c'est un truc formidable parce qu'il n'y a pas du tout besoin de faire un marathon en tenue de cosmonaute par température caniculaire pour le connaître. Je crois qu'au-delà de 20 degrés, il faut se méfier, c'est ça, pour le cœur en tout cas? Pour le cœur, oui. Enfin, je ne sais pas si la température compte pour les muscles. La température compte pour les muscles, effectivement, parce que s'échauffer, bien, trop chauffer, c'est quand même moins bien. J'imagine bien sûr que dans le tableau que vous avez présenté, la personne s'est déjà fait un claquage, une déchirure musculaire, une lésion articulaire, et qu'après ça, il va y avoir un gros problème cardiovasculaire. Donc le Sorguès devra s'occuper. Sur la température, justement, parce qu'après tout, notre corps est bien adapté pour résister à des températures extrêmes, très froid, très chaud. Bon, quand on rajoute l'activité, c'est un peu plus compliqué. Alors, on est un petit peu ambigu parce qu'en été, évidemment, il fait chaud. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de sport, qu'il faut le faire? Bref, quels sont les conseils? Il faut le faire. Premièrement, on n'est pas en cristal. Donc, on est passé par une phase de canicule. Il y a une différence entre dangerosité et puis inconfort. Une personne qui est normale, qui n'a pas trop de problèmes particuliers, elle sera dans un inconfort, mais elle ne présente pas de risque comme une personne cardiaque. Mais c'est vrai que dans les efforts, dans les situations extrêmes, que ce soit très froid ou très chaud, l'appareil cardiovasculaire est soumis à rude épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences par exemple, de la déshydratation qui peut entraîner des troubles du rythme. Il y a une influence de la pollution quand il y a une chaleur extrême, surtout dans des cités comme Paris. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que, en plus des problèmes articulaires et musculaires, donc le cœur peut être désamorcé, on appelle un désamorçage de la pompe cardiaque. D'accord. Oui, c'est important de rappeler, vous avez parlé d'hydratation, c'est important de rappeler qu'on doit boire avant, pendant, après l'effort. Parfois les sportifs disent pendant l'effort, j'aime pas boire. Non, en petite quantité, bien sûr, en petite quantité, régulière, évidemment. Anne, on va passer peut-être aux questions de nos internautes, parce que j'en vois beaucoup défiler tout en vous écoutant, Dr Guez. Alors, déjà, les internautes sont quand même plus sur des sports doux, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a Karine qui nous dit qu'elle fait beaucoup de marche, elle demande si c'est un sport. Nicole qui fait de la gymnastique douce et Jocelyne qui, elle, a de l'hypothyroïdie et fait de la randonnée. Donc voilà, elles sont plutôt des sports assez doux. Et alors il y a aussi des questions, il y a une question en particulier d'Annick dont le mari a été opéré du cœur. On lui a recommandé de faire de la marche également. Elle voudrait savoir à quelle fréquence son mari doit marcher. Oui. Et voilà. C'est déjà pas mal. Docteur Delongue, justement, alors sur les muscles, est-ce que la marche, c'est du sport? Est-ce que ça suffit? Parce que très souvent, même en dehors de l'été, on recommande de l'activité physique sans entrer dans le détail. Est-ce que si je marche naturellement parce que je me déplace, ça suffit? Est-ce que je dois faire des marches vigoureuses? Où on en est pour conserver ces muscles? Les muscles, c'est quelque chose, c'est pas complètement évident en soi. Donc la musculation, avoir des muscles, effectivement, ça peut aider à la performance. Mais garder des muscles le plus tard possible, effectivement, c'est important. Et par la marche, on arrive à le conserver. Une marche rapide pour fixer les idées à peu près 6 km/h. C'est une marche qui apporte un vrai bénéfice à la fois, je crois, cardiovasculaire et puis sur le plan articulaire et musculaire. Garder de la force musculaire n'apporte pas grand-chose, mais ça apporte quand même aussi de l'équilibre, ça apporte une habitude de se déplacer, et ça garde un tonus. Et ce qui manque le plus souvent, ou ce qu'on peut perdre, c'est le tonus, c'est-à-dire l'envie de bouger. Et marcher, on bouge. Donc après ça, c'est quand même une entrée dans le cercle vertueux. D'accord. Y compris quand c'est une marche tranquille de promenade. Oui, les gens ont souvent l'impression, ou croient, et par rapport à la question précédente, croient qu'il faut transpirer pour que le sport soit réellement qualifié de sport ou activité physique, alors que la transpiration n'est pas un but en soi et n'apporte rien. Donc on peut simplement marcher, flâner ou traîner n'apporte pas grand-chose, mais à partir de 5 km/h, 6 km/h, c'est vraiment une activité sportive qui est bonne pour l'ensemble de l'organisme et pour le cœur. Et du coup, est-ce que vous conseillez l'utilisation des podomètres pour compter ses pas tous les jours ou pas? Chacun peut y trouver son bénéfice. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'études, donc peut-être nous serons amenés à reparler. Je crois que ça peut avoir pour certains un effet d'entraînement ou un côté défi que l'on veut relever, ou une forme de motivation. Pour d'autres, il peut y avoir un rapport à l'objet qui n'est pas direct. Ça peut être décourageant aussi, parce que je crois que l'OMS recommande 10 000 pas. Alors les fameux 10 000 pas. Je n'ai jamais retrouvé l'article sur les 10 000 pas. Les 10 000 pas, je ne sais pas sur quel matériel et je ne sais pas comment sont comptés les pas. Toujours est-il que, disons, on le ressent de toute façon, les 10 000 pas, au bout d'un certain temps, on sait à peu près à quoi ça correspond. On se dit, aujourd'hui, j'ai fait mes 10 000 pas ou pas, quel que soit le compteur ou ce qu'on a utilisé, une montre ou un
smartphone. Donc les pas, effectivement, mais restons sur 10 000 pas, ça représente à peu près 40 minutes de marche par jour. Est-ce que la marche quotidienne, ça marche quand on est ça fonctionne quand on est en talons? Alors, pas dans les petits chemins de campagne, évidemment. Hein, mais ça change un tout petit peu les travail musculaire au niveau des fessiers et des périarticulaires de la hanche, un tout petit peu ceux du genou, donc ça peut être gênant en fonction de certaines pathologies ou douleurs au niveau des membres inférieurs, au niveau du dos aussi, mais sinon ça n'a pas d'effet sur le retentissement cardiovasculaire général. Le lèche-vitrine brut passif n'entraîne pas de bénéfices santé. Vous pouvez continuer à jouer au volley en talons, Soline, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne fais jamais de sport. On va s'intéresser au cœur un instant, parce qu'effectivement, on dit toujours que le cœur va se muscler rapidement quand on fait de l'activité régulièrement, mais aussi qu'on perd très vite. Et même dans votre livre, vous êtes un petit peu pessimiste peut-être, ou alors vous allez nous le dire, c'est provocateur. Vous soulignez le fait qu'après tout, même un sportif qui a fait beaucoup de sport, s'il arrête tout en 2 ans, il a tout perdu. C'est comme un sédentaire. C'est exagéré quand même. Presque pas. Presque pas. Sur le plan cardiovasculaire, on perd très très vite. Je compare toujours le sport aux miles de Air France. Vous voyez, très long à monter et ça redescend à toute vitesse. L'activité physique pour le cœur, c'est exactement ça. Il faut vraiment une certaine régularité parce qu'on perd très très vite. C'est vraiment un gras, c'est pas un capital, le sport d'un point de vue cardiovasculaire. Hein, d'accord. Et alors Annick nous posait la question justement pour son mari opéré du cœur, on lui recommande de la marche. C'est parfait, classique. de la marche ou même, bien sûr, de la marche ou d'autres sports en fonction encore une fois, de son profil, sa tolérance recommandée évidemment par un médecin. Mais il y a très très peu de pathologie cardiaque qui contre-indique un effort, vraiment, à condition qu'il soit... On vous a mis pédaler, c'est bon pour la santé, un lien vers un article du Figaro. Et on va aussi vous mettre d'ailleurs un lien vers les fameux 10 000 pas par jour, où il y a un peu plus d'explications pourquoi ce n'est pas une règle aussi rigide que ça. On va vous mettre le lien tout de suite sur le Facebook du Figaro. Alors, il y a une chose importante quand on fait du sport, en tout cas quand on fait du sport en club avec un coach, c'est la préparation. Alors, la préparation longtemps en amont, quand on décide de se lancer un défi comme un marathon, un triathlon, quelque chose comme ça, il y en a de plus en plus dans des formats adaptés aux petits sportifs, enfin, petits, ça a l'air péjoratif, mais aux sportifs amateurs. Et puis, au moment même de faire du sport, l'échauffement. Est-ce que l'échauffement, c'est important pour éviter toutes les lésions musculaires, pour éviter... on a cette image de l'échauffement qui nous fatigue. Souvent, celui qui a peu fait de sport se dit faire déjà 10 minutes d'échauffement avant de commencer à faire du sport, c'est le temps, mais je vais être épuisé avant même de commencer mon effort. Or, il est vraiment nécessaire d'entraîner son système cardiovasculaire et aller vasculariser l'ensemble des groupes musculaires du corps pour, après ça, pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions. À la fois, ça va permettre une meilleure performance sportive, mais en même temps, ça va éviter bien des lésions à la fois tendineuses, qui sont les tendons, sont les insertions des muscles sur les os, et des lésions musculaires, vraiment les muscles eux-mêmes, si on démarre trop vite, ils risquent de déchirer, de claquer. Et donc, par l'échauffement, on évite bien des blessures. D'accord. Je crois que sur ce sujet, on a une image à vous montrer qui permettra peut-être, docteur Delon, vous nous expliquerez qu'est-ce qui se passe quand on a un claquage. C'est des mollets. C'est des mollets. Ce sont des mollets, effectivement. Alors, des mollets simplifiés, vous remarquerez qu'il n'y a pas les muscles des cuisses. Chez les vrais gens, il y a des muscles... Plus haut. Plus haut, parce que là, on est sur une jambe. Je rappelle que là, la personne est debout. Alors, docteur Delon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est quoi les deux espèces de steaks roses qui descendent là? Alors, ce qui est représenté en forme de steak rose, comme vous dites, ce sont les jumeaux, qui sont les deux muscles majeurs du groupe des muscles du mollet, qui sont le triceps sural. Le triceps sural est composé du jumeau interne, du jumeau externe et du solaire. Et quand on fait un claquage, tous les trois sont groupés dans une enveloppe aponeurotique, c'est-à-dire de tissu conjonctif plus ou moins rigide. Et cette enveloppe est susceptible éventuellement de se déchirer justement à l'union entre les deux muscles, jumeau interne et jumeau externe, et le solaire qui est juste en dessous. C'est ce qu'on appelle le tennis leg, donc ce qui arrive souvent sous la chaleur sur la terre battue, mais en même temps ce qui arrive très fréquemment quand on débute un sport ou quand on le pratique et qu'on a senti pendant quelques semaines auparavant une douleur au niveau du mollet. Il faut s'en méfier et vérifier son chaussage parce qu'on risque là de se faire une déchirure avec un petit hématome qui peut durer longtemps, voire récidiver. Ça fait claque, ça fait mal, c'est comme un coup de galet. Enfin, comme un galet qu'on recevrait derrière dans le mollet, et parfois ça peut empêcher la pratique du sport pendant jusqu'à 2 mois. Alors Estelle nous dit sur Facebook que marcher dans l'eau fait beaucoup de bien. Est-ce que ça permet aussi de se protéger justement de ce genre de désagréments du type claquage ou autre?
Marcher dans l'eau de mer, ça fait effectivement du bien. J'imagine que la température est entre 18 et 24 degrés ou 28. Donc c'est très bien, il y a un effet en même temps osmotique, donc ça a un côté massant, c'est parfait pour le retour veineux. En dessous de 18, c'est trop froid? Non, disons que parce que comme on arrive à l'été, je cherchais en France les régions, on va les poser. Bon, alors on va déjà, à partir de 16, ça a un côté qui est massant, tonifiant et qui est bon pour les muscles, effectivement. Il faut se méfier toujours quand on marche de ne pas avoir de l'eau trop, parce que sinon on s'épuise et on ne travaille pas du tout les muscles des mollets, mais ceux des hanches. Donc c'est un petit peu délicat et il faut éviter le dévers, parce que si la pente est trop... nous ne sommes pas des chamois, et donc si il y a vraiment un déséquilibre à la marche, certains font plusieurs kilomètres. C'est-à-dire si la jambe gauche est plus basse que la jambe droite ou inversement. Si on a vraiment une différence, il y en a certains qui rentrent de week-end en ayant des grosses tendinites ou douleurs du dos, qui ne savent pas pourquoi, et en fait c'est très simple, c'est parce que c'était sur Okay. Peut-être qu'on pourrait parler des principales blessures de sport. Donc, vous nous avez parlé du claquage. Je crois qu'on voyait aussi le tendon d'Achille sur l'image. On peut la revoir. Donc, le tendon d'Achille, c'est le bidule blanc qui redescend et puis qui va s'accrocher au talon. Enfin, c'est le talon. Oui, le talon, c'est le calcanéum, c'est l'os qui est tout en bas de l'image. Et effectivement, sur une hauteur de 12 cm, le calcanéum est relié à la gaine des jumeaux dont nous parlions tout à l'heure par ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Donc c'est une structure qui est spiralée, qui est vraiment très particulière, qui est très à risque de tendinite, avec des types de tendinite qui sont décrits dans des congrès sans fin, comme fibrillaire, nodulaire. En tout cas, celle qui est rupturaire, c'est-à-dire qui apparaît juste avant une éventuelle rupture, et celle dont il faut prendre garde et qu'il faut soigner au plus vite. D'accord. Je précise que on a parlé un peu d'échauffement. Le déséchauffement, c'est important aussi. Donc, quand on s'arrête, on ne s'étale pas tout de suite sur la chaise longue avec une cigarette et une bière pour se rafraîchir. On attend un peu. La cigarette et la bière immédiatement pour le cœur, c'est pas top. Ouais, et la chaise longue pour les muscles et les articulations, c'est pas génial non plus. Il faut s'étirer un peu et Là, j'aurais tendance à dire que sur le plan biomécanique, s'arrêter doucement n'est pas trop grave pour les muscles et les articulations, mais c'est peut-être sur le plan cardiovasculaire. Pour le cœur, c'est un petit peu différent. Il faut plutôt s'arrêter progressivement parce qu'on a ce qu'on appelle un désamorçage de la pompe. On peut faire une chute chez certaines personnes qui ont un déséquilibre entre la fonction qui accélère et la fonction qui décélère. Parfois, d'arrêter un peu brutalement, ça va faire chuter la fréquence cardiaque, ça fait chuter la tension artérielle et ça peut entraîner des gros désagréments. On va venir au cœur justement, mais avant, Anne, un petit tour par les internautes pour voir les questions qui se posent. Alors, j'ai Marie-Jeanne qui a de l'arthrose du genou et qui voudrait savoir quel sport elle peut pratiquer. Et aussi Pat qui se demande si le jogging est indiqué après 60 ans. Et si oui, à quel rythme et est-ce qu'il y a des précautions particulières? Voilà, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire du jogging? Pour la gonarthrose, c'est sûr que c'est une pathologie qui est très gênante pour la pratique de tous les sports. Ceci étant, je crois que l'aquagym et le vélo sont peut-être les sports qui seront le plus adaptés pour les sujets qui présentent de la gonarthrose. Le vélo, on a l'impression qu'on force beaucoup sur les genoux. Ce n'est pas faux, mais on est quand même porté par la selle et donc les forces exercées soulagent un petit peu le genou. Donc je recommanderais d'aller vers ces deux sports, le vélo et l'aquagym. Et sur la limite d'âge, alors, est-ce que il n'y a pas vraiment, faire du pas sport vraiment de limite d'âge. On peut courir jusqu'à ce qu'on ait toujours envie de courir, etc. Mais c'est vrai qu'après 60 ans, là aussi, on oublie on parle toujours d'endurance, etc. Mais après 60 ans, c'est bien aussi d'allier l'endurance et la résistance. C'est bien de garder une certaine musculation. Et chez les seniors, même après 70 ans, il faut absolument allier l'endurance et la résistance. Voilà, il faut varier les sports. Et justement, on va parler des conseils. Alors, il y a le club des cardiologues du sport, qui sont des cardiologues qui s'intéressent plus spécifiquement à l'activité physique, qui ont édicté un certain nombre de règles. En l'occurrence, il y en a 10. On va les passer en vue avec vous. Dr Guez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas de surprise, parce que dans votre livre, si ce n'est que c'est l'inverse, puisque vous avez retourné tout, mais on va les lire. Si on arrive à les lire, on va les lire en tout cas. Premier conseil, il faut signaler à son médecin tout symptôme, toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal quand on fait un effort. Mais on est essoufflé quand on fait un effort. Mais ça, ce n'est pas vraiment un symptôme. Si on est
essoufflé de façon extrême, évidemment, qu'il faut prévenir son médecin. Mais d'une manière générale, tout symptôme qui survient à l'effort doit alerter, doit faire consulter un médecin. Une palpitation qui survient à l'effort, une petite gêne thoracique, une oppression, etc., il faut consulter. Très important. Voilà, c'est très bien. Vous avez pris d'ailleurs le 2e et 3e conseil. Tout ce qui arrive d'anormal pendant l'effort, après l'effort, que ce soit des douleurs, des malaises, on s'arrête d'ailleurs si on est pendant l'effort. Bien sûr, il ne faut jamais forcer une douleur, jamais forcer un essoufflement. Parce que parfois les sportifs ont cette tendance à vouloir pousser un petit peu. Ça résiste aujourd'hui, je pousse un peu. Ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. D'accord. Et à dire si ça fait mal, ça travaille. Ça doit faire mal. Non, le sport, justement, il faut à la fois, je me retrouve très souvent dans cette situation de renvoyer vers le cardiologue. Une douleur doit alerter, que ce soit sur le niveau d'un genou, mais dans la poitrine, au niveau du thorax, ou que ce soit aux épaules, ça doit alerter et faire consulter. Alors, conseil suivant, conseil 4, 5 et 6. Le 4, on en a déjà parlé, puisqu'il s'agit de l'importance de l'échauffement et de la récupération. Le 6, c'est l'hydratation. Le 5, c'est l'hydratation, pardon. Et le 6, c'est la chaleur. Un mot quand même sur l'hydratation, parce que beaucoup de sportifs, effectivement, nous disent, bon, je ne veux pas boire de l'eau, mais j'ai pris des boissons énergisantes, par exemple. Donc, ça suffit pour faire l'effort ? Alors, les gens confondent souvent les boissons énergisantes et les boissons énergétiques, parce que vous avez écrit un bouquin sur l'alimentation, donc erreur fatale, autant les boissons énergétiques peuvent être bonnes pour... Par exemple, c'est quoi les types de boissons énergétiques ? C'est les boissons avec de la caféine, énergétique, c'est les Red Bull et compagnie. Non, les boissons énergisantes, c'est les boissons qui contiennent, comme sans faire de pub, le Red Bull, qui contient de la taurine, de la caféine, etc. Voilà, exactement. Et qui peuvent être très 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 embêtantes pendant l'effort. D'accord. Donc on prend les boissons énergétiques qui peuvent, bien sûr, qui non pas contiennent quoi, du sucre, du sodium, des choses comme ça. Je crois que c'est surtout le sucre et le sodium. Alors le sucre, il ne faut pas hésiter effectivement à boire un tout petit peu sucré, 1 gramme par litre, ce n'est pas trop. Le sodium, on peut aller un petit peu vers le sodium pour ne pas trop se déshydrater. Après ça, toutes les autres boissons énergétiques, énergisantes, n'apporte pas un bénéfice réel, sauf surentraînement, sauf grosse période de 6 mois où il peut y avoir des carences. Il est rare qu'on soit obligé. Alors ceci étant, c'est vrai que là encore, psychologiquement, ça peut aider beaucoup de boire une boisson. Et les enfants peuvent boire ces boissons ? Je ne parle pas de celle à la caféine, je parle des autres. Personnellement, je ne vois pas d'indication. Rarement. Ça n'apporte rien. Dernier conseil, 7e, 8e et 9e conseil du Club des cardiologues des sports. Alors, le 7e, c'est je ne fume pas. On s'arrête un instant quand même sur le tabac, parce que évidemment on ne fume pas pendant l'effort, mais parfois les sportifs, quand ils ont terminé leur effort, ont envie d'une cigarette. Ça, c'est pas une bonne idée. Et même avant d'ailleurs, l'effort, c'est pas non plus une bonne idée. Expliquez-nous un peu pourquoi. Jamais fumer juste avant un effort, jamais fumer juste après. Pourquoi ? Parce que la cigarette contracte les vaisseaux, les artères et les petits vaisseaux. La cigarette accélère le cœur, la cigarette diminue la consommation en oxygène. Donc tout ça, sur parfois un cœur qui n'est pas en super état, ça peut déclencher vraiment une catastrophe. Pour revenir aussi aux boissons, très important aussi d'éviter l'alcool, même très longtemps avant et après. Quand pendant les très longtemps, c'est... Si vous faites un gros effort le jour J, la veille, il est préférable de ne pas boire d'alcool. Et j'ajoute qu'en période de canicule, c'est très important, donc la bière et la caféine sont des diurétiques. Donc ils peuvent accélérer, aggraver une déshydratation. D'accord, donc de l'eau, éventuellement du jus de fruits, un peu sucré, mais et pas de soda. Voilà. Et la cigarette, alors là... Yazid nous demande... Yazid nous dit « J'ai arrêté de fumer depuis 40 jours ». Quel conseil pour reprendre le sport sans risque, nous dit Yazid. Quel conseil pour refumer ou pour reprendre le sport? Pour reprendre le sport. Pour reprendre le sport. La chance du fumeur, c'est qu'à la minute où le fumeur arrête de fumer, les lésions arrêtent d'évoluer. C'est vraiment une chance, pas toujours méritée, parce que l'ancien fumeur, c'est toujours plus intolérant de tous, qui ne supporte pas la cigarette et la fumée des autres. Tout le monde, vous arrêtez de fumer, vous avez un bénéfice immédiat. Voilà, pour les poumons, c'est un petit peu plus lent, mais pour le cœur et les vaisseaux, à la minute où vous arrêtez, les lésions arrêtent d'évoluer. Donc ça va très très vite. Si vous arrêtez de fumer, 1 an après, vous rejoignez presque le risque cardiovasculaire d'une personne qui n'a jamais fumé. Donc ça va très très vite. Donc il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer, et quel que soit l'âge. Dans les autres conseils, 8e et 9e, il y en avait un qui me paraissait particulièrement important, c'est, et on vient d'en parler avec l'alcool, le lendemain d'une fête, c'est pas la peine d'aller faire un décrassage, c'est une mauvaise idée, il faut au contraire laisser l'organisme détoxifier. Quand on a mal dormi aussi. Quand on n'a pas dormi. Une fête alcoolisée. Une fête alcoolisée, bien sûr. Ça va. Ça dépend ce que vous buvez à la kermesse. Mal dormi, c'est... Mais par contre, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est quand on a de la fièvre, il faut se méfier, et là aussi, il peut y avoir des conséquences cardiaques. Bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours.
sûr, hein, le sport, c'est bien quand on le pratique bien, mais ça peut être terrible si on le pratique mal. Et quand on a de la fièvre, une infection, il ne faut pas faire de sport pendant au moins une semaine. D'accord. Alors justement, on va voir un test d'effort cœur parce que parfois, eh bien, peut-être d'ailleurs l'avez-vous fait, on fait des épreuves d'effort dans l'idée, après tout, j'ai 50 ans, j'ai envie de reprendre un petit peu d'activité cet été, de faire du tennis ou allez, tiens, du tennis de table, ou du beach volley, allez, du volley sur la plage. Je me dis, je vais vérifier un peu que mon cœur fonctionne bien, je vais faire une épreuve d'effort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de l'épreuve d'effort et quelles sont les limites peut-être? Bien sûr. Alors il y a deux intérêts de l'épreuve d'effort. Il y a un intérêt diagnostique pour éventuellement diagnostiquer un problème coronarien, si vous avez des artères coronaires qui sont rétrécies, voire en passe d'être bouchées. Et puis la deuxième fonction aussi de l'épreuve d'effort, c'est aussi d'apprécier votre profil physique à l'effort, pour savoir comment votre cœur répond à l'effort, si vous avez des troubles de l'électrotyrien pendant l'effort, comment vous récupérez, si la tension ne monte pas trop, ne redescend pas trop vite après l'effort. Donc l'épreuve d'effort, elle a vraiment deux actions. La première, c'est évidemment le diagnostic d'un problème coronarien, c'est très important. Et puis ensuite, une fois qu'on a éliminé ça, l'épreuve d'effort peut avoir elle peut être utile aussi pour apprécier donc, votre profil cardiaque à l'effort. Et très le important. CG, je crois, le CG ne suffit plus. Enfin, Là, de moins en moins, on fait de plus en plus. On avait vu une échographie. De plus en plus, l'échographie est faite en parallèle. Vous pouvez nous la commenter un peu ou pas? Si vous arrivez à voir. Bien sûr. Allez-y, mettez la place, ce sera plus simple. Elle a disparu. Alors on fait aussi maintenant ce qu'on appelle des échographies de stress. Hein. Voilà. Voilà, donc on voit, là, on voit bien sûr le cœur se contracter. Là, c'est du ralenti. Hein. Tout ce qui est noir. Le cœur, sinon, c'est très ralenti, sinon il faut poser un pacemaker. Donc tout le cœur se contracte, d'abord les oreillettes, ensuite les ventricules. C'est le mien, donc si vous avez quelque chose à m'annoncer, vous attendez après l'émission. Je vous dirai ça après, justement. Donc, et ce qu'on regarde à l'échographie, c'est si le cœur, bien sûr, se contracte bien et surtout s'il se contracte de façon homogène. Parce que si vous avez une artère... Voilà, surtout le ventricule gauche. Hein, vraiment, la cavité qui fait 80% du travail du cœur, c'est le ventricule gauche. Parce que le ventricule gauche doit envoyer le sang jusqu'aux orteils, tandis que le ventricule droit, lui, doit envoyer le sang à 2 cm au poumon. Donc, très paresseux, le ventricule droit. Voilà. Et donc, c'est important de savoir si une partie qui est mal vascularisée par une coronaire qui est rétrécie, elle va moins bien se contracter. Donc l'échographie et surtout l'électro et l'échographie de stress vont révéler donc, des problèmes qu'on ne voit pas au repos. D'accord. On a aussi une image d'ailleurs, un graphique plutôt qui montre les effets du sport sur le cœur, parce que dans votre livre, vous insistez effectivement là-dessus. Le cœur, la voici. Le cœur, alors bien sûr, le sang arrive au poumon, le sang veineux qui n'est pas oxygéné, et ensuite dans les poumons on se charge d'oxygène, part au cœur. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport par rapport au battement cardiaque habituel? Les muscles ont besoin de recevoir plus d'oxygène, plus de sang, donc le cœur s'accélère. On est à 5 litres minute en principe. À peu près, voilà, tout à fait. Et évidemment, après, ça peut monter en fonction de votre capacité. Hein. On peut aller jusqu'à 25 litres chez les sportifs de haut niveau, des bicardiaques. Mais le cœur, donc, pour pouvoir amener tout cet oxygène aux muscles, donc le cœur s'accélère, les vaisseaux artériels donc, se dilatent pour amener le plus possible d'oxygène. Et c'est pour ça que quand on fume, parfois on prend certains médicaments, donc ça peut gêner donc, cet afflux, cet apport d'oxygène vers les muscles, et ça peut entraîner ce que vous connaissez, par des crampes, des courbatures, voire plus évidemment sur le plan cardiaque. Hein. Alors, on va passer à une idée reçue. Pierre Cordet, qui est directeur de la rédaction de santémédecine.net, va nous parler d'une curieuse idée reçue. Le basket fait-il grandir? Et on se retrouve après. N'oubliez pas de poser vos questions. Et la question Internet, on fera le point aussi avec Anne Zaïer, juste après cette petite chronique. Le basket fait grandir. C'est sûrement une des idées reçues qui circule le plus chez les enfants et les jeunes ados. Et c'est faux, bien sûr. Aucune étude scientifique n'a prouvé que le basket pouvait aider à grandir. Aucune. Être grand pour le basket, c'est un sacré atout. C'est pourquoi les équipes de basket sont en général composées de basketteurs qui ont une taille bien au-dessus de la moyenne. Parfois même pouvant atteindre 2,20 m. Ces sportifs font du basket et sont champions pour certains parce que leur grande taille leur a donné un sacré avantage. Une forme de sélection naturelle en quelque sorte. Aucun sport ne fait grandir bien sûr. Puis dans le cas inverse, aucun sport
ne rend plus petit. Le sport en général, et surtout le basket, aide à se tenir droit. Ce qui est très positif avec le basket, c'est que ce sport renforce les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale et favorise donc une meilleure posture. Si bien que même si elle n'augmente pas la taille, cette position bien droite semble faire gagner quelques centimètres. Attention néanmoins, chez les enfants dont les zones de croissance sont immatures, le sport comme le basket, s'il est pratiqué dans de mauvaises conditions ou trop fréquemment, peut augmenter les sollicitations sur les articulations, rendant les risques d'accidents et de lésions plus importants. Prudence donc. Le basket est donc un sport complet au niveau musculaire, mais il n'a aucun impact, vous l'avez compris, sur la taille. Terminons maintenant avec une autre idée reçue, mais cette fois qui est vraie. L'entorse de la cheville est la blessure la plus fréquemment observée au basket. Bien, c'est vrai. En effet, ce sport expose plus facilement au risque d'entorse de la cheville, en raison notamment des changements très rapides de direction et d'appui, ou lors de la réception dans des sauts visant à récupérer le ballon. Alors n'oubliez pas la question, combien de calories dépensez-vous quand vous faites l'amour? Répondez, parce que vous serez peut-être surpris quand on va vous donner la solution. Anne, les questions? On parlera, je pense, tout à l'heure de l'alimentation, mais Jean-Christophe nous demande si le chocolat a des vertus particulières pour le sport. On espère. Oui, mais pour le reste, pas vraiment. C'est un peu coupe-faim. Comment? Donc, un peu coupe-faim, C'est ouais. un peu coupe-faim, donc effectivement un peu de chocolat noir 90%. C'est bien de temps en temps d'en croquer un carré parce qu'on a moins faim. Et donc si on a un petit accès ça aide une bonne pratique avec 3 kilos de moins. Je reviens un instant sur les conseils, puisqu'on est passé un peu vite tout à l'heure sur l'échographie et l'épreuve d'effort. Dans les règles d'or des cardiologues, on nous dit aussi qu'il faut pratiquer un bilan si on décide de se remettre au sport à partir de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. Alors que c'est jeune, 35-45 ans, tout le monde est d'accord. Et pourtant, il faut quand même faire un bilan. Pourquoi? Alors, pour les femmes, on dit 45 ans, mais ce serait peut-être un peu plus tôt, puisque, comme vous le savez, maintenant, la mortalité cardiovasculaire, c'est la première cause chez la femme, alors que c'est devenu la deuxième chez l'homme. Je disais tout à l'heure aussi que les effets sur le cœur du sport s'en vont assez vite. Donc c'est vrai que quand on se remet au sport, c'est bien de consulter un médecin et après un cardiologue pour savoir un petit peu où on en est et pour avoir aussi des conseils quant à la reprise du sport. Très important, d'autant plus quand on s'est arrêté depuis très longtemps, quoi. Et est-ce qu'on peut faire un bilan muscle, squelette, etc. ou est-ce que ça c'est pas nécessaire? Le bilan muscle-squelette, c'est un peu un ergomètre. Avec quelques masses musculaires, on arrive assez vite à se chronométrer, à voir quelle masse on arrive à soulever, à quelle vitesse on arrive à envoyer quelque chose. Donc on retrouve assez rapidement on pourrait tester éventuellement ces qualités. Ceci étant, le temps passe, l'âge avance, donc on peut difficilement comparer par rapport à ce qui était avant. Pour rebondir sur la question sur la nécessité de faire un bilan, très souvent, on vient me voir avec des problèmes de fréquence cardiaque. Il y en a certains qui sont très inquiets par une montée en fréquence cardiaque lors de l'effort à 180 ou 200 en disant mais normalement la bonne fréquence ça devrait être 220 moins parce que les gens sont âge, de plus en etc. plus équipés de cardiofréquence-mètre. Voilà, donc il y a cette notion de cardiofréquence-mètre et c'est là que très souvent, heureusement, il faut avoir un bon correspondant ou savoir à qui adresser ces gens-là parce que le test d'effort justement nous apporte beaucoup plus que la simple fréquence cardiaque lors de la pratique de l'effort au bout de 5 minutes ou 10 minutes. Qui ne sont pas toujours très fiables. C'est à la fois peu fiable et ça n'apporte pas tous les éléments dont on a besoin. Les applis ne sont pas toujours très fiables. D'ailleurs, une étude récente rappelait que pour la fréquence cardiaque, c'était pas mal. Pour la dépense énergétique, c'était mauvais. Alors là, on pouvait dépenser 800 alors qu'on affichait 400. C'est le nombre de calories dépensées. Et inversement, voilà. Merci Solide. Et Anne, justement, vous êtes intéressée à deux applis qui vous semblent en tout cas intéressantes. On va demander aux experts ce qu'ils en pensent. Alors en fait, je vais vous parler de running. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tendance, c'est facile à pratiquer, c'est très accessible. Mais le problème, c'est que les blessures sont fréquentes. Donc on estime qu'un coureur sur deux se blesse chaque année et que près d'un sur trois est contraint d'arrêter de courir. Donc j'ai sélectionné d'abord une application mobile qui s'appelle Running Care. Alors l'intérêt de cette application, vous la voyez. Voilà, vous la voyez à l'écran, c'est qu'elle va permettre de prévenir les blessures et les douleurs. Alors, comment ça marche? Donc d'abord, vous répondez à un questionnaire. Donc vous voyez à l'écran, les questions s'affichent. Donc différents types de questions, les antécédents médicaux, les capacités cardiaques, les capacités physiques, mais aussi votre état de stress, votre état de fatigue ou encore vos motivations pour faire du sport.
Et en fonction de vos réponses, l'application va vous donner ou pas le feu vert pour pratiquer la course à pied. On va le voir sur l'écran, vous allez avoir un système de smiley, content, pas content, donc pour vous dire, ok, vous pouvez faire du sport en toute sécurité. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à surestimer ses capacités parce que parfois on court pour de mauvaises raisons, parce qu'on veut perdre du poids vite, parce que on approche de la quarantaine et on a envie de challenge. Et du coup, le problème, c'est que les blessures arrivent quand on est fatigué. Et du coup, c'est vraiment le plus de l'application, c'est que si elle estime que vous n'êtes pas en capacité de courir, eh bien, elle va dire stop, on n'y va pas. Voilà, exactement. Alors, l'autre, voilà, vous voyez sur l'écran, voilà, il y a des petits smileys avec la partie cardiaque, physique et psychique. Alors, l'autre intérêt de l'application, c'est que si vous vous blessez, si, imaginez, vous courez pendant 5 km, une douleur arrive sur le pied, vous ne savez pas ce que c'est et encore moins comment la soulager. L'application propose, vous voyez sur l'écran, donc un outil de diagnostic. Donc il va falloir vous indiquer la zone douloureuse. Il y a vraiment, c'est un questionnaire très 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 poussé. L'intensité de la douleur, le type de la douleur, est-ce que ça s'arrête quand vous touchez, enfin voilà, plein de questions. Comment est apparue la douleur, est-ce que vous avez changé vos chaussures récemment? Et en fonction de tous ces éléments, l'application établit un diagnostic. Et donc évidemment, si elle estime qu'il y a un degré de sévérité, elle vous encourage à consulter. Et sinon, elle vous prévoit un programme avec des exercices de gainage, d'automassage à faire sur plusieurs jours. Et ce qui est bien, c'est qu'on reçoit des alertes donc, pour suivre justement l'évolution de la douleur. Alors ça, c'est important parce que les blessures, effectivement, à l'effort, parfois le sportif, comment doit-il se comporter s'il sent une petite tension, une petite contracture? Est-ce que simplement on ralentit l'effort? Est-ce qu'on doit, si la douleur est grosse, en principe, on arrête. Mais comment se comporter quand une douleur apparaît à l'effort? Alors là, je ne parle plus du cœur, on en a parlé, mais en tout cas dans les muscles. Alors, les muscles aussi, déjà, savoir si c'est les muscles ou pas. Je ne vois pas l'arbre décisionnel qui est proposé par l'application. Mais je crois qu'il faut... Il y a deux manières d'aborder les choses. Premièrement, savoir qu'une douleur à l'orteil, ça peut avoir une centaine de raisons. Donc, tout ça, un interrogatoire, etc. Il faut détricoter les choses, à la fois très rapidement les voir. Donc, l'application, je ne sais pas trop comment elle réagit. Moi, je dirais plutôt quelques conseils. Une douleur qui est vraiment gênante, pesante, doit amener à l'arrêt de la pratique sportive. Une douleur qui fait mal la nuit doit amener à consulter. Une douleur qui traîne ou qui persiste à la pratique, même si on a l'habitude de faire du sport, plus d'une semaine, doit amener à consulter. Le diagnostic par l'application, pourquoi pas sur des... J'ai un peu de mal à me représenter les choses parce qu'il y a un côté fastidieux dans le remplissage du questionnaire sur lequel parfois une relation duel est plus facile avec le médecin. Et non pas que je sois contre l'application, mais c'est des arbres décisionnels qui sont complexes. Et après ça, suivant les localisations, il peut y avoir des origines qui sont soit le sport, comme on dit toujours, soit qui ne sont pas le sport et auxquelles il faut savoir penser quand même. Et l'appli est française, non? Oui, alors c'est une application, voilà, exactement. Française, parce que je pense qu'aux États-Unis, elle ne marcherait pas, cette application. Ouais, alors derrière cette application, il y a quand même un médecin du sport et un psychologue du sport, mais quand même. avec vraiment cette volonté de ne pas être une appli de performance, mais d'expertise médicale poussée. Alors, et voilà, et tous les conseils sont validés. Et, enfin, moi, je l'ai testé pour une douleur et c'est vrai que les questions sont très, très, très précises. Alors, ça, c'est pour les applis. Mais vous en avez des chaussures. Je crois que juste, s'il y a un équipement à acheter pour faire du sport, c'est des chaussures. Le reste, on peut faire avec... Sur la natation, oui, sauf la natation. Pour courir, ouais, c'est mieux. Mais il est vrai que le bon chaussage, c'est une des clés. D'accord. Pour le reste, alors, pour la tenue, le t-shirt, le machin, on peut faire avec ce qu'on a. Les promesses. Il est certain que le chaussage... Voilà, on a parlé des promesses des applications, et c'est vrai, vous avez raison d'insister, il faut toujours savoir comment c'est conçu, comment c'est fait. Il y a aussi un champ qui est en train de se développer, d'exploser, qui n'est pas toujours validé scientifiquement, mais en tout cas qui est prometteur, c'est les équipements et c'est les objets connectés, jusque maintenant dans les chaussures. Votre téléphone va parler à vos chaussures, Anne. Exactement, donc c'est des chaussures connectées, des chaussures de sport connectées, donc qui interagissent avec son utilisateur pour, là encore, éviter les blessures. Et vraiment, en fait, l'intérêt des chaussures, c'est d'aider le coureur à corriger ses mauvaises habitudes et à retrouver une foulée naturelle qui n'est pas forcément intuitive. Parce qu'en fait, la plupart des gens ont tendance à talonner, donc ce qui peut engendrer des problèmes d'articulation, des douleurs. Et donc là, ça va vous permettre de voir quelles sont vos erreurs et comment modifier votre posture pour mieux courir.
Alors là, l'idée, effectivement, c'est plus, on abandonne le simple podomètre qui calcule les impacts, le nombre de pas, tout ce qu'on veut. On est dans l'idée d'utiliser l'objet, alors presque, j'allais dire, pour remplacer le médecin ou pour faire de la médecine, commencer à faire de l'évaluation très sur mesure. Est-ce que ça, c'est prometteur ou pas, selon vous? Elles font le café aussi, non? Si elles font le café, Après. elles Non, sont le café pendant le réellement sport, c'est prometteuses. pas bon. Comment? Le café pendant le sport, c'est pas bon, non? Ça dépend. Non. Le café n'est jamais mauvais pour la santé, sauf chez les Sauf gens que qui ont un pouls assez rapide et qui ont facilement des palpitations avec le café. Mais sinon, le café n'est pas mauvais pour la santé. Donc en tout cas, oui, les chaussures connectées, est-ce que ça vous semble une bonne idée pour vérifier la façon dont on court? Je ne veux pas paraître con, parce que je connais très bien le produit, Oui. comme ça je le découvre. Je pense que c'est quelque chose qui, chez les podologues, parce qu'en fait, c'est pas tellement entre guillemets un concurrent, ou c'est toujours pareil, ce sont des adjuvants, donc il faut les utiliser Des pour aides. les aides complémentaires éventuelles. Il faut les utiliser Et je pense que les podologues ont déjà des capteurs de pression sur lesquels on peut courir sur une distance de 3 mètres, et après ça, ils ont des capteurs de pression qui sont très précis et qui, pieds nus, permettent de donner déjà une impression. Parce qu'il faut toujours coupler, ça c'est quelque chose qu'on sait quand même depuis plusieurs années, l'image au capteur de pression pour avoir ça, sur le plan biomécanique, un premier résultat qui est une évaluation en bâton, mais pas si précise que ça. On peut multiplier les capteurs sur une chaussure ou sur une semelle. La semelle elle-même génère des postures qui ne sont pas naturelles. Donc on va être à la fois en train de corriger la donnée que l'on reçoit parce qu'elle est responsable d'une posture, et après ça on va essayer d'analyser quelque chose qu'on pourrait déjà recueillir par un tapis simple. Donc je ne sais pas. Il ne faut pas tomber dans l'excès, quoi. Tombons pas dans l'excès. Alors, il nous reste 5 minutes. On va essayer de balayer les dernières questions importantes qu'on avait pointées et qui apparaissent, avec notamment une question puisqu'on a beaucoup parlé de courir sur terre, de faire des efforts, mais on a peu parlé de l'eau. Est-ce que là aussi, il y a des risques? Par exemple, cette hydrocution. On dit parfois que l'hydrocution n'existe qu'en France et pas dans d'autres pays, et pourtant on a des gens qui meurent en rentrant dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment souffert dans mon enfance. Mon père m'interdisait de me baigner 3 heures après, jusqu'à 3 heures après. Avait-il raison? C'était vrai, Il avait c'était juste complètement tort. une ruse pour faire la sieste, en fait. C'était une ruse pour faire la sieste. C'est ça. Si vous entrez progressivement dans l'eau, vous pouvez enfants entrer ne dans l'eau regardent après manger, il n'y a pas de souci particulier. Évidemment, si vous êtes depuis 3 heures en plein soleil à 38 degrés et vous plongez dans une eau froide, évidemment que vous risquez d'avoir un gros problème. Mais sinon, l'hydrocution est rarissime. Voilà. Vraiment. Donc si on dit aux enfants... L'hydrocution, ça vient de la différence importante de température entre le corps et l'eau. Exactement. Que la différence de température vienne d'une exposition au soleil, Bien sûr. d'une danse folle dans une boîte de nuit ou Tout d'un à fait. repas. Tout à fait. D'accord. Alcoolisé. Il y a peut-être une chose qui reste vraie, c'est que si on se trempe les mollets ou les avant-bras, ça Ouais. permet de ressentir plus rapidement, Petit à petit. d'entrer plus rapidement parce qu'on sent moins la différence de chaleur puisque le corps se Mais l'idée, c'est d'entrer Est-ce progressivement. qu'on peut, est-ce qu'on peut effectivement. se blesser? Ça existe de se blesser en nageant? En dehors, je ne parle pas de la noyade, bien évidemment, mais se blesser musculairement en nageant, c'est certains possible? peuvent avoir mal aux épaules en nageant. Les blessures musculaires, non, mais les blessures articulaires, on peut avoir mal aux genoux. Il y en a certains qui nagent palmés, donc qui multiplient les forces appliquées au niveau des pieds. Donc oui, certains peuvent avoir... le nageur n'est pas... Bon, ça, il y a la technique. Et, La brasse avec l'hyper. Et les crampes, l'hyperextension quand on brasse. Il y a Est-ce qu'il y a des sports qui sont, parce que quand les gens reprennent ou doivent choisir un sport, des sports qui sont plus accidentogènes, où on dit tiens oui, là on a beaucoup d'accidents à cause de ce sport, les gens se font surprendre peut-être Le sport le plus accidentogène, c'est celui qui va provoquer le plus d'enthousiasme. Parce que celui qui reprend le tennis très vite, il va vouloir gagner, ou il se dit tiens, ça revient, et là il va partir, il va faire les 20 minutes de trop, ou il va jouer, aller chercher une balle qui était un tout petit peu trop dure pour lui ce jour-là, ou bien les sports collectifs, où on reprend le foot ou le basket, le volley. Et l'esprit de compétition, c'est à partir d'un certain âge, la l'esprit de compétition est on très mauvais. oublie qu'on n'est Très plus mauvais. exactement aussi en forme que quand on pratiquait auparavant. D'accord. Et Pas parfois trop aussi, d'enthousiasme et attention à la compétition en été. Vous n'avez plus 20 pratiquer, ans ouais. et surtout vous n'avez peut-être pas pratiqué beaucoup Et dans pratiquer avec l'année. des gens du même niveau. Et pratiquer, ça du même figure. âge Très important. Pas obligatoirement du même âge, mais du même niveau. Voilà, se méfier, on va vouloir forcer pour suivre l'autre et ça va être un petit peu difficile. Alors on veut quand même terminer par une note positive, parce qu'on aurait l'impression qu'il ne faut pas faire de sport et qu'il faut rester sur sa chaise longue. Quels sont les bénéfices, chacun dans votre domaine, attendus avec la pratique du sport intelligente ? C'est énorme. Les bénéfices sont divers et variés, ils sont gigantesques. Ils améliorent le psy, ils allongent la durée de vie. Toutes les études ont montré que quand on pratique du sport, on augmente son espérance de vie. Donc, ça permet aussi, sur le plan cardiovasculaire, parfois de diminuer les traitements. Ça fait baisser un petit peu la tension artérielle, ça ralentit le pouls. Je veux dire, un sport d'endurance peut remplacer un bêta-bloquant.
voyez, ça a le même effet d'un antiarythmique. D'accord. Pour Vraiment, certains, sur le on plan pourrait se passer du cardiovasculaire, médicament. un sport bien pratiqué est exceptionnel pour la santé, quoi. Dr. Delongue, médecin du sport, vous êtes d'accord? Je suis bien sûr d'accord. En plus, ça augmente l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et en bonne santé, c'est la bien sûr. fameuse espérance de vie en bonne santé que je vois justement dans mon exercice et qui est très importante. Donc, ça permet d'aller très loin. Le sport, même si on surveille son cœur, même si on a donné des recommandations, c'est quand même un bonheur. Il n'y a pas de sport qui n'est pas fun, même la natation. Après ça, le goût de chacun peut varier, mais il y en a qui trouvent du plaisir à nager le crawl pendant 50 minutes en regardant le fond d'une piscine, ça les délasse profondément. Il y en a d'autres qui vont jouer, ils vont rechercher la décharge endorphine, quelle qu'elle soit, il va y avoir ce bonheur. Et c'est quand même très rare qu'on arrive à avoir par son corps un plaisir qui n'entraîne pas, pour une fois, d'aspect négatif, parce que très souvent quand on mange un gâteau, on dit ah ben non, on ne peut pas. Là on se fait plaisir, il faut arriver à trouver le sport qui va provoquer ce plaisir. D'ailleurs, votre sport, ça doit faire plaisir. Moi c'est la natation. C'est quoi? C'est natation. La natation. Natation. Moi, Oui. c'est tennis et sport de glisse sur l'eau. D'accord. C'est un peu plus intense, le tennis, que la natation, ou c'est un peu plus dangereux pour le cœur? Oui, parce que s'il y a des efforts brutaux. Mais je vous invite à venir nager avec moi. Je vais passer pour cette fois parce que malheureusement nous devons conclure l'émission. Et... Alors, Damien, quand même, vous deviez répondre parce que il y a un autre genre d'activité qui doit Bien pas sûr. faire mal et qui doit faire plaisir. Vous en parliez tout à l'heure, le sport en chambre. Tout à fait. Alors ça dépend effectivement de la durée de l'effort, mais on va voir d'abord ce qu'ont répondu nos internautes. Anne, si vous avez la réponse Non, sous les je n'ai yeux. pas la réponse sous les yeux. Elle va s'afficher. Non, pas beaucoup d'éléments de réponse. Nos internautes sèchent. Ah, nos internautes sèchent. Alors Ils moi j'avais sèchent dit ou que ils ne c'est... s'intéressent pas à cette question. La question était difficile. La question était difficile. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être que lors de la dernière Coupe du Monde, l'entraîneur brésilien avait dit à son équipe « Vous avez le droit d'avoir de l'activité sexuelle, mais pas trop acrobatique quand même. » Donc on voit bien que l'amour peut se faire de différentes façons. Il y a même des équipes d'ailleurs qui autorisent les épouses régulières, mais qui interdisent les petites amies. Donc il y a vraiment du sur-mesure à chaque fois. Il n'empêche que nous avons un chiffre. Effectivement, vous dépensez en moyenne, alors attention parce que c'est différent pour les hommes et les femmes, les hommes dépensent en moyenne 4,2 kilocalories par minute et les femmes 3,1, un petit peu moins pour les femmes. En moyenne, ça fait quand même 3,6 kilocalories par minute. Et quand on tient compte de la durée de l'acte moyen, eh bien on arrive à une dépense très modeste de 85 kilocalories. Et j'ai quand même une petite question parce qu'on nous dit dans ces études canadiennes notamment que l'intensité atteint environ 5,6 mètres. Alors on ne va pas entrer dans les unités, mais c'est un effort... Un effort modéré, quoi. Donc il n'y a pas de danger à faire l'amour, c'est ce que vous nous dites? Jamais de contre-indication. Évidemment, ça dépend si vous vous accrochez au lustre ou pas, mais sinon, de manière, la moyenne, c'est 100, on va dire 100 calories pour l'homme et 70 calories pour la femme. Et on dit que c'est plus problématique quand le rapport est pas très légal. On dit que vous le disiez avec la petite amie, il y a plus de risques cardiaques, il y a l'effet stressant. D'accord. Et je rappelle d'ailleurs que même si vous faites l'amour en solo avec vous-même, vous dépensez également des calories. Ça a été calculé en 1984. On s'aperçoit que quand vous faites l'amour avec un partenaire, vous allez augmenter votre rythme cardiaque de 51% et de 37% si vous êtes tout seul. Donc vous voyez que même tout seul, ça peut être bénéfique pour la santé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous après l'été, donc en septembre pour le prochain Toc Toc Docteur. Merci Docteur Guèze. Merci à vous. Merci Docteur Delongue. Anne, Soline, rendez-vous dans 3 mois. Et en attendant, faites du sport.